Alors que l'Afrique est présentée comme le continent de l'avenir du monde, un continent bourré de richesses avec des taux de croissance uniques qui font des envieux sur les autres continents, le berceau de l'humanité ne brille pas particulièrement par ses performances économiques. Bien au contraire, le développement connaît une véritable stagnation qui a tendance à reculer, entraînant une dégradation des conditions de vie de ses populations. Un constat qui pousse à des interrogations légitimes. Pourquoi, malgré ses richesses énormes et ses atouts uniques au monde, le continent africain reste toujours le dernier de la classe en termes de performance économique? Que faut-il faire pour démarrer la locomotive Afrique? Quelles peuvent être les perspectives? Pour en parler sur le plateau, l'expert, non moins conseiller économique du Premier ministre du Sénégal, Moubarak Lo. De retour, madame, monsieur, sur ce plateau de l'intelligence du monde qui est déporté ici à Tanger au Maroc à la faveur des Meddays. Nous avons un nouvel invité, c'est un économiste, il est conseiller spécial du Premier ministre du Sénégal, monsieur Moubarak Lo. Bonsoir. Bonsoir. Alors on va revenir avec vous sur cet aspect économique. On a beaucoup parlé des performances des pays africains, d'un taux de croissance exponentiel qui aujourd'hui est totalement à poids mort. La faute à la chute des matières premières. Alors comment comprendre que ces économies soient finalement si fébriles et si fragiles? L'Afrique continue de croître. C'est vrai qu'en 2015, le taux de croissance était de 3,4% sur tout le continent. En 2016, ça s'est réduit en atteignant 2,3%. Mais en 2017, l'Afrique devrait revenir à 3,4% et en 2018, aller à 4,5%. Donc c'est pour vous dire qu'on n'atteint pas encore les niveaux de la décennie 2000-2010 pour lesquels le taux de croissance moyen du continent était de 5,4%, mais on s'en approche progressivement. Ce n'était pas ça les prévisions étaient plus optimistes. On s'attendait en 2017 à avoir des taux de croissance de l'ordre de 2 chiffres dans plusieurs pays africains, mais on est loin du compte. Vous savez, dans une moyenne, il faut toujours regarder le poids des grandes économies. Parce que vous avez de grandes économies de l'Afrique qui sont également des producteurs importants de matières premières, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Et ces pays-là ont beaucoup pâti de la baisse des cours des matières premières, en tout cas depuis le mi-2014. Donc le Nigeria pèse aujourd'hui 29,3% du PIB total de l'Afrique. Donc il suffit que le Nigeria tousse pour que, bien évidemment, toute l'Afrique s'en ressente. L'Afrique du Sud également pèse moins, mais est également un géant au niveau africain. Donc si vous prenez ces deux pays, vous ajoutez l'Angola aussi, qui a un peu pâti de la baisse du prix du pétrole, bien évidemment, ça ne peut que se refléter dans le PIB global de l'Afrique. Mais malgré tout, vous avez des pays qui ont continué à croître dans des taux voisins de 10%, comme l'Éthiopie, comme le Rwanda, même comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Arrêtons-nous justement sur ces deux pays, l'Éthiopie et le Rwanda. Qu'est-ce qui justifie leur succès, leur maintien? Parce qu'eux, on a l'impression que la crise ne les atteint pas. Est-ce que c'est parce que ce n'est pas des pionniers en matière de ressources naturelles? En fait, toutes les organisations internationales, Banque mondiale, BAD, FMI, ont constaté que les pays non producteurs de pétrole et qui n'ont pas beaucoup de ressources naturelles s'en tirent mieux ces dernières années que les pays producteurs de pétrole. Parce que ces pays-là aussi ont des croissances beaucoup plus stables. Parce que si vous avez des produits pétroliers, votre croissance est fortement corrélée au baril. Donc si le baril est à 150, vous êtes à 7%, si le baril est à 50, vous êtes à 3% ou 2%. Alors que si vous n'êtes pas dans cette situation, vous avez des bases solides. Vous avez une croissance constante, quasi constante, autour disons, de 7-8%, parce que c'est les mêmes activités que vous maintenez et avec des cours suffisamment constants sur le temps. En guise de boutade, vaut mieux ne pas avoir du pétrole. Bon, c'est bien d'avoir du pétrole, mais il faut utiliser les ressources pétrolières pour diversifier l'économie. Donc les pays qui ont réussi, il y en a, si vous allez en Indonésie, ce pays-là a réussi, avec ses ressources tirées des matières premières, à diversifier son économie. C'est le cas de la Malaisie aussi, qui est un grand pays producteur de pétrole. Donc c'est utiliser les ressources pétrolières comme une vache à lait pour pouvoir financer la diversification et le développement véritable du pays. Les pays qui ne le réussissent pas, bien évidemment, continuent à subir les conséquences
l'économie pétrolière. Mais vous avez, même dans le cas du Nigeria, il faut noter que le Nigeria fait des efforts pour développer l'industrialisation et les services. Dans le temps, le pétrole représentait 25% du PIB au début des années 2000. Aujourd'hui, le pétrole n'est que 10% du PIB. Donc les services et l'agriculture progressent, mais effectivement, il faut aller plus loin pour pouvoir... Alors, est-ce que c'est cette absence de diversification de l'économie qui est à l'origine de, je dirais pas l'effondrement, mais de la grande difficulté que traverse un pays comme la Guinée équatoriale, qui, faut-il le rappeler, il y a quelques années, était numéro 1 en matière de PIB par habitant en Afrique, et aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, la Guinée équatoriale est toujours deuxième. Mais en revanche, sa croissance est devenue négative. Parce que vous savez, si vous faites 30% à 25% pendant 10 ans, si vous prenez la moyenne de 1998 à 2008, la Guinée équatoriale a cru à des taux de 30%, ou voisins de 30%. Donc même si vous avez... Après, à partir de 2011, des difficultés, vous maintenez quand même les acquis des périodes précédentes. Donc c'est ce qui se passe pour la Guinée-Bissau. Mais si elle continue, la Guinée équatoriale, mais si elle continue à avoir une croissance très faible de 2%, elle maintient ça pendant 10-15 ans, bien évidemment, vous pouvez calculer très vite, vous allez avoir une réduction drastique de son PIB par tête, parce que si vous faites une croissance de 2,5% alors que votre croissance démographique est 2,5%, ça veut dire que votre PIB par tête c'est 0% par an. Si vous le faites pendant 15 ans, bien évidemment ça peut contribuer à réduire de moitié votre PIB par tête. Donc la Guinée équatoriale va perdre progressivement du terrain. Elle est obligée aujourd'hui de chercher d'autres moteurs de la croissance dans l'agriculture. C'est un pays vert qui a encore beaucoup de potentiel. Dans la pêche, c'est un pays maritime. Mais également dans la dynamisation de la demande intérieure. Oui. Il en est de la Guinée équatoriale comme du Gabon, comme du Congo. La dynamisation de la demande intérieure, oui, notamment par même des stratégies de redistribution. Oui. Parce que la manne pétrolière, si elle était distribuée aussi à la population pourrait l'utiliser pour pouvoir faire des demandes. On parlait de la Guinée équatoriale, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'on voit le Tchad qui est aujourd'hui dans une situation encore plus compliquée, le Congo à côté. Alors ce que j'ai envie de dire, c'est que est-ce qu'il n'est pas un peu tard? Parce que, comme vous dites, il fallait de l'argent pour diversifier de l'économie, mais on ne l'a pas fait. Actuellement, où il n'y a pas d'argent, comment on fait pour diversifier l'économie? Vous savez, ce n'est jamais trop tard, parce que tous les pays qui ont des succès aujourd'hui ont commencé aussi à zéro. Si vous prenez l'Éthiopie et le Rwanda, en 2000, c'était des pays vraiment dans une situation très difficile. Mais à force de volonté, de travail, bien évidemment, vous ne pouvez pas avoir des résultats tout de suite. Donc c'est après 5 ans que souvent les premiers résultats commencent à se sentir. Maintenant, il ne faut pas différer, il faut commencer tout de suite et surtout y aller avec vigueur. Et ne pas mettre la politique aux frontières, se consacrer uniquement sur le développement et mobiliser la population. Parce que si la population n'est pas mobilisée, vous ne pourrez pas y arriver. Tout à l'heure, je pensais à ce que je peux appeler un arbre de la productivité en Afrique, qui démarrerait par des valeurs africaines. Mais ce n'est que la base. Ces valeurs africaines d'honneur, de dignité, de solidarité, de confiance, permettent de bâtir progressivement la discipline au travail, parce qu'il faut que le travailleur africain, quand il est dans son entreprise, qu'il se dise que je dois rechercher la productivité. Je vous donne un exemple, vous savez, en Corée du Sud, quand la Corée cherchait à devenir un pays émergent ou émerger, les travailleurs, quand ils allaient en grève, ils prenaient un mouchoir, ils mettaient sur la bouche, ils continuaient à travailler. C'est ce type de pratique qu'on doit avoir au niveau de notre capital humain en Afrique. Donc la recherche du travail, de la productivité, la rigueur dans le travail, la recherche du savoir. Il faut que tous les citoyens se battent, les familles avec, pour pouvoir avoir une éducation de qualité et surtout continuer à étudier tout au long de la vie. Troisièmement, il faut la coopération, parce que ces 3 facteurs réunis permettent de bâtir les fruits de la productivité. C'est pourquoi je l'ai appelé la racine qui part des valeurs africaines, le tronc qui est ce que je viens de vous décrire en termes de comportement et d'attitude, et qui permettent d'avoir ces fruits de la productivité qui donnent au pays la compétitivité nécessaire
pour compétir au niveau mondial. Alors on va sortir de cet entretien en essayant de faire un peu de macroéconomie. Aujourd'hui on parle beaucoup de la nécessité pour l'Afrique de coopérer entre elles. On parle de l'intégration, on parle du commerce intra-africain. Mais on a l'impression que pour les politiques ou les leaders africains, le plus important c'est de nouer des accords avec d'autres institutions. On parle, ce sommet en est la preuve, du partenariat Union européenne-Afrique. Et dans quelques semaines ou dans quelques jours, on sera en Côte d'Ivoire pour un sommet Union européenne-Afrique. Est-ce que ce n'est pas aller vite en besogne? Est-ce qu'il n'y a pas d'abord un désir de régler le problème de coopération entre l'Afrique, de régler le problème du commerce intra-africain, de la fabrication et de la mise en exergue des capitaines d'industrie africains avant justement de faire ce type de partenariat pour que l'Afrique ait quelque chose à apporter et à en tirer? Oui, c'est vrai. Je pense que les leaders africains l'ont bien compris. Maintenant, entre la volonté et la mise en œuvre, c'est là où le décalage parfois existe. Aujourd'hui, il faut une intégration pleine et entière au niveau régional avant de s'ouvrir à l'Europe. Parce que si vous n'êtes pas intégré, vous ne pourrez pas faire un APE avec l'Union européenne et ne pas avoir un APE au sein de l'Afrique. C'est pourquoi on parle de zone de libre-échange continental. Il faut aussi au niveau sous-régional qu'on dépasse même la zone de libre-échange. Il faut qu'on ait des marchés communs, comme en Afrique, avec une libre circulation, sans droit de douane, ni tracasserie, comme si c'est les mêmes frontières. C'est ce qu'on est en train de bâtir au sein de la CEDEAO. Il faudrait que dans les autres zones aussi, qu'on ait cette même démarche pour que progressivement, on ait même un marché commun africain. Mais il faut commencer déjà par une zone de libre-échange africaine, avec un certain nombre de facilités de circulation des biens et services, et avoir une pleine intégration au niveau sous-régional, et peut-être d'ici 15-20 ans, d'avoir cette pleine intégration continentale comme un marché unique, avec une monnaie unique et un marché unique. Alors vous touchez un point qui m'amène à rebondir, c'est la monnaie. On en parle beaucoup, c'est le débat en fait de l'heure aujourd'hui. Et est-ce que vous pensez que les politiques actuelles ont conscience de cela? On a suivi le président Roch-Marc Kaboré dire qu'au niveau de la CEDEAO, les travaux ont commencé, mais j'ai eu envie de lui dire que ce n'est pas la première fois qu'on entend ça, mais rien n'est fait. Bon, moi-même j'ai eu à faire un rapport de 40 ans. Un bilan sur les 40 ans de la CEDEAO. Effectivement, cet objectif de création monétaire, de création d'une monnaie commune au sein de la CEDEAO a été sans cesse repoussé. D'abord, on a parlé de 2005. Ensuite, on l'a repoussé jusqu'en 2010. Après 2015, et maintenant, on nous parle de 2020. Et c'est même pas sûr, et c'est même quasi certain, que 2020, ça ne va pas se faire. Parce que le processus qui a été retenu, c'était un processus où on crée une seconde zone d'abord. Ensuite, la seconde zone s'organise et après on fusionne les deux zones. Je pense que ce processus conduirait à retarder le processus. Il faudrait faire pour moi une double démarche. Une démarche d'abord de géométrie variable. Les pays qui sont prêts devraient pouvoir avancer. Par exemple, la zone CFA aujourd'hui devrait pouvoir négocier avec le Ghana ou un autre pays pour pouvoir bâtir cet embryon de monnaie commune, qui ne serait pas le CFA, ce que serait CFA+, parce qu'il faudrait tenir compte du Ghana. On peut même l'appeler déjà l'ECO, comme la monnaie de la CEDEAO. Et les autres pays qui voudraient joindre, comme la Guinée, ou la Sierra Leone, ou le Libéria, pourraient joindre. Bon, il y a le géant du Nigeria. Peut-être que si tout ce monde-là s'organisait à partir du CFA, les 14 pays pourraient maintenant faire face au Nigeria et négocier la fusion. Bon, parce que la grande affaire, c'est le Nigeria. Le jour où le Nigeria rejoint le CFA, bien évidemment, l'affaire est réglée. Ça, c'est le premier élément. C'est le fait de pouvoir... Rejoindre le CFA, mais rejoindre la monnaie commune. Oui, voilà. Fusionner avec le CFA. Parce que le vrai challenge, c'est la zone franc. Le deuxième élément, c'est permettre, comme l'euro l'a fait, d'avoir un écho qui circule parallèlement avec les monnaies nationales ou sous-régionales, parce que la zone CFA, on peut considérer comme une sous-zone de la CEDEAO. On devrait pouvoir avoir aujourd'hui un écho utilisé par le système bancaire, comme l'écu de l'Europe l'a fait. Ça permettrait déjà de donner un signal pour dire que voilà, nous avons aujourd'hui un instrument monétaire qui est là, qui fonctionne. Mais si on veut faire la convergence de manière totale, avant de pouvoir converger, je pense qu'on y arrivera difficilement, parce que même si vous regardez l'Union européenne,
d'après les calculs des meilleurs économistes du monde, comme quelqu'un comme Mundell, même l'Union européenne n'était pas une zone monétaire optimale. Ensuite, l'Europe, même en démarrant, il n'y avait pas la convergence. Donc il faut vraiment y aller, bâtir la convergence sur la durée, par le learning entre les pairs. Je pense que c'est chemin faisant qu'on va vraiment avoir cette zone monétaire optimale et chemin faisant qu'on va avoir la pleine convergence. Mais c'est difficile d'exiger la convergence avant d'aller vers l'intégration. Merci beaucoup, M. Moubarak Lo, d'avoir accepté notre entretien. Madame, monsieur, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve pour la suite de l'intelligence du monde.